Elle était pure et innocente quand elle fut vendue comme épouse à un millionnaire plus âgé, mais elle n'imaginait pas ce qu'il ferait par amour. Un mariage forcé peut-il se transformer en amour véritable? Cette histoire va te faire croire au miracle du cœur. Dis-moi, d'où est-ce que tu nous regardes? Si tu veux découvrir le secret romantique qui a changé leur vie à jamais, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Le parfum de lavande qui flottait dans la cour provençale fut brutalement interrompu par le tintement métallique des pièces d'or comptées sur la table en chêne massif. Solange observait la scène depuis l'embrasure de la porte, son cœur battant comme un oiseau affolé contre les barreaux de sa cage thoracique. À 20 ans, ses yeux couleur d'ambre reflétaient une sagesse qui dépassait largement son âge, tandis que ses mains calleuses trahissaient une vie entière passée à travailler la terre ingrate de la Drôme. C'est convenu alors, Théophile? Votre fille partira avec moi dès demain matin. La voix de M. Gaspard résonnait avec une assurance tranquille, celle d'un homme habitué à ce que ses désirs deviennent réalité. Ses 47 années avaient déposé quelques fils d'argent dans sa chevelure sombre, mais sa silhouette élancée conservait une élégance aristocratique qui semblait presque déplacée dans cette humble demeure paysanne. Oui, monsieur. L'accord est conclu. Théophile évitait soigneusement le regard de sa fille, ses doigts nerveux caressant les pièces d'or comme pour s'assurer de leur réalité. Solange est une bonne fille, travailleuse. Elle vous sera une épouse convenable. Les destins se tissent parfois avec des fils que nous n'avons pas choisis, mais c'est dans la manière dont nous les tressons que réside notre liberté véritable, pensa Solange, immobile dans son coin d'ombre. La sécheresse avait ravagé les vignes pour la 3e année consécutive. Les dettes s'accumulaient comme les nuages menaçants à l'horizon, et la petite exploitation familiale, transmise de génération en génération depuis plus de 2 siècles, risquait de disparaître à jamais. 3 traits définissaient Solange depuis toujours: une loyauté indéfectible envers sa famille, une détermination silencieuse héritée de sa mère disparue, et une soif insatiable de découvrir le monde au-delà des montagnes qui encerclèrent son village, près de Montélimar. « J'accepte ce mariage, père », déclara-t-elle en s'avançant enfin dans la lumière dorée qui filtrait à travers les fenêtres aux carreaux inégaux. Sa voix ne tremblait pas, mais dans ses yeux dansait une flamme que ni son père ni son futur époux ne surent interpréter. « Mais sachez, monsieur Gaspard, que vous achetez ma présence, pas mon cœur. Celui-ci reste libre comme le mistral qui souffle sur nos collines. » Monsieur Gaspard l'observa longuement, un étrange sourire flottant sur ses lèvres minces. Au lieu de la colère qu'elle attendait, elle ne vit dans son regard qu'une lueur d'admiration, mêlée de quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. « Je n'ai jamais prétendu acheter quoi que ce soit, mademoiselle. Je propose simplement un arrangement qui pourrait s'avérer bénéfique pour tous. » Il fit un geste englobant la modeste cuisine aux murs écaillés. « Votre père conservera sa terre, et vous découvrirez une vie nouvelle en Bourgogne. Quant à moi, eh bien disons que la solitude est une compagne dont je me lasserai volontiers. » Cette nuit-là, alors que Solange pliait soigneusement ses maigres possessions dans un baluchon de toile usée, elle contempla les étoiles à travers sa fenêtre étroite. L'air embaumait la lavande, cette plante tenace qui persistait à fleurir même dans les sols les plus ingrats. Peut-être, songea-t-elle en caressant une branche séchée entre ses doigts, peut-être existe-t-il différentes formes de courage et différentes manières d'aimer. Le domaine des Hauts-Clos apparut au détour d'une allée bordée de platanes centenaires comme une vision d'un autre temps. Le carrosse de M. Gaspard s'immobilisa devant une demeure aux proportions harmonieuses, dont les pierres dorées semblaient absorber les rayons du soleil pour les restituer en une douce luminescence. Solange, engourdie par les 2 jours de voyage depuis la Drôme, contemplait ce nouveau monde avec un mélange d'appréhension et de fascination. « Nous sommes arrivés, mademoiselle Solange. » Monsieur Gaspard lui offrit sa main pour l'aider à descendre, un geste courtois qu'elle accepta avec réticence. « J'espère que vous trouverez quelque agrément à vivre ici. » L'intérieur de la demeure était à l'image de son propriétaire, élégant, austère et empreint d'une mélancolie indéfinissable. Des tableaux de maître ornaient les murs lambrissés, représentant des paysages de Bourgogne aux couleurs automnales. Le parfum entêtant du bois de cèdre se mêlait à celui, plus délicat, des roses qui s'épanouissaient dans des vases de cristal. « Madame Bertrand, notre gouvernante, vous montrera vos appartements, » annonça M. Gaspard, tandis qu'une femme d'âge mûr à l'allure sévère s'inclinait respectueusement.
Je vous laisse vous installer. Nous dînerons à 19 heures. Solange le regarda s'éloigner, sa silhouette sombre se découpant contre la clarté des fenêtres en ogive. Une question lui brûlait les lèvres, mais elle la retint, préférant suivre en silence la gouvernante qui l'entraînait déjà vers un grand escalier en pierre. « Voici vos appartements, mademoiselle », annonça madame Bertrand en ouvrant une porte en bois sculpté. « Monsieur a veillé personnellement à leur préparation. » La surprise figea Solange sur le seuil. La chambre qui s'offrait à son regard n'avait rien de la prison dorée qu'elle avait redoutée. Spacieuse et baignée de lumière, elle était décorée avec une délicatesse qui la désarçonna. Des carreaux de faïence de Limoges, au ton bleu ciel, ornaient la cheminée, rappelant étrangement le ciel infini de sa Drôme natale. Un bouquet de lavande fraîche trônait sur une commode en noyer, son parfum évoquant instantanément les collines de son enfance. « La salle d'eau est attenante », poursuivit la gouvernante en désignant une porte discrète. « Et par ici, vous trouverez un petit salon de lecture. Monsieur pensait que cela pourrait vous plaire. » Le petit salon contenait plus de livres que Solange n'en avait vu de toute sa vie. Des étagères couvraient les murs du sol au plafond, remplis d'ouvrages aux reliures de cuir patinés par le temps. « Monsieur Gaspard apprécie la littérature ?» s'enquit-elle, effleurant du bout des doigts les titres gravés en lettres d'or. « Monsieur apprécie tout ce qui est beau », répondit énigmatiquement madame Bertrand. « Le dîner sera servi dans 2 heures. Souhaitez-vous que je vous envoie une femme de chambre pour vous aider à vous préparer ? » « Non, je préfère rester seule, merci. » Lorsque la porte se referma, Solange s'effondra sur le fauteuil près de la fenêtre, submergée par des émotions contradictoires. L'attention apparente portée à ses goûts la troublait profondément. Comment cet homme qu'elle connaissait à peine avait-il pu deviner son amour pour la lavande, ou sa fascination pour les livres qu'elle n'avait jamais pu posséder? Les cages les plus redoutables, pensa-t-elle en contemplant le paysage de vignobles qui s'étendait à perte de vue, sont peut-être celles dont nous ne voyons pas les barreaux. Les jours s'écoulaient comme un ruisseau tranquille à eau clos, chacun semblable au précédent dans sa routine immuable. Solange partageait les repas avec M. Gaspard dans la vaste salle à manger, où leurs voix se perdaient, parmi les ombres projetées par le candélabre en argent. Leur conversation, polie mais distante, effleurait la surface des choses sans jamais plonger dans les profondeurs. « Comment trouvez-vous la bibliothèque ? Avez-vous découvert des ouvrages à votre goût ?» s'enquérait-il invariablement, son regard attentif détaillant son visage comme s'il y cherchait quelque chose. « Elle est généreuse », répondait Solange, surprise de constater qu'il s'agissait là d'une véritable question et non d'une simple formule de politesse. « J'ai commencé Les Misérables de Victor Hugo. Je n'avais jamais eu l'occasion de le lire auparavant. » Un éclair de plaisir traversa furtivement le visage habituellement impassible de son hôte. Un excellent choix. Hugo possède cette rare capacité de dépeindre à la fois la misère la plus abjecte et la plus sublime élévation de l'âme humaine. Ces moments de connexion inattendue étaient rares, mais ils créaient dans le cœur de Solange une confusion grandissante. Comment réconcilier l'homme qui avait négocié sa vie comme une transaction commerciale avec celui qui discutait de littérature avec une passion à peine contenue? Un matin, alors qu'elle explorait les jardins négligés qui entourèrent la propriété, elle fut surprise de découvrir, dissimulé derrière une haie de buis taillés, un carré de terre où s'épanouissaient des plants de lavande rabougris mais tenaces. « Ils résistent depuis des années, malgré le manque d'entretien », déclara une voix derrière elle, la faisant sursauter violemment. M. Gaspard se tenait à quelques pas, vêtu plus simplement qu'à l'accoutumée, une paire de cisailles de jardin à la main. « La lavande est une plante résiliente, » poursuivit-il en s'approchant lentement. « Elle prospère souvent dans les conditions les plus difficiles, là où d'autres végétaux plus délicats dépériraient. » Solange l'observa s'agenouiller pour tailler délicatement une branche morte. Ses gestes révélaient une familiarité surprenante avec le jardinage, une activité qu'elle n'aurait jamais associée à cet homme, aux manières aristocratiques. « Vous aimez jardiner, monsieur ?» demanda-t-elle, ne pouvant dissimuler sa surprise. Un sourire mélancolique effleura ses lèvres. « Disons que j'apprécie la compagnie des plantes. Elles ne jugent pas, ne mentent pas, et leur croissance offre une forme de rédemption que les hommes peinent parfois à trouver entre eux. » Il lui tendit soudain les cisailles, un geste qui semblait contenir une question informulée. « Souhaiteriez-vous vous en occuper ? Ce jardin mériterait des mains plus habiles que les miennes. » Leurs doigts se frôlèrent lorsqu'elle accepta l'outil,
et pendant un instant fugace, le masque de courtoisie distante de M. Gaspard sembla se fissurer, révélant une vulnérabilité qui ébranla Solange jusqu'au plus profond de son être. « Oui, j'aimerais beaucoup », murmura-t-elle, troublée par cette connexion inattendue. Cet après-midi-là, elle travailla jusqu'au crépuscule, arrachant les mauvaises herbes, taillant les branches mortes, préparant la terre pour de nouvelles plantations. L'effort physique lui procurait un soulagement bienvenu, comme si chaque coup de bêche lui permettait d'évacuer une parcelle de la frustration et de la confusion qui l'habitait depuis son arrivée à Haut-Clos. Parfois, songea-t-elle en contemplant ses mains terreuses à la lueur déclinante du jour, c'est en nous enracinant dans le présent que nous trouvons la force de faire face à notre avenir incertain. La pluie battait contre les vitres avec une fureur presque vindicative, transformant le paysage extérieur en une aquarelle aux contours flous. Confinée à l'intérieur par ce déluge automnal, Solange errait dans les couloirs de Haut-Clos, découvrant des pièces qu'elle n'avait jamais explorées auparavant. Ses pas la menèrent jusqu'à une petite antichambre adjacente au bureau de M. Gaspard, dont la porte entr'ouverte laissait filtrer un rai de lumière. La curiosité l'emporta sur la prudence. Poussant doucement le battant, elle pénétra dans un sanctuaire masculin aux murs tapissés de livres et de cartes anciennes. L'odeur du cuir, du tabac froid et du papier vieilli créait une atmosphère intimement liée à son propriétaire. Un grand secrétaire en noyer trônait près de la fenêtre, ses nombreux tiroirs semblant renfermer autant de secrets. Solange savait qu'elle ne devrait pas être là, que cette intrusion constituait une violation de la confiance fragile qui s'était établie entre eux. Pourtant, mue par une impulsion irrésistible, elle se dirigea vers le secrétaire et tira délicatement l'un des tiroirs. Des lettres, des dizaines de lettres attachées par un ruban de soie bleue décoloré par le temps, et sous elles, une miniature peinte représentant une jeune femme dont la ressemblance avec elle-même était si frappante qu'elle en eut le souffle coupé. Les mêmes yeux ambrés, la même chevelure sombre aux reflets de miel, jusqu'à cette fossette qui creusait sa joue gauche lorsqu'elle souriait. Ses doigts tremblants saisirent l'une des lettres. Le papier à en-tête parisien craqua légèrement lorsqu'elle le déplia, révélant une écriture élégante aux boucles généreuses. « Mon très cher Édouard, voilà maintenant 3 mois que notre séparation a déchiré mon âme en deux, et pourtant la douleur demeure aussi vive qu'au premier jour. Père reste inflexible, jamais il n'acceptera notre union. Le comte de monsieur lui offre position et fortune, 2 choses qu'un simple viticulteur, fût-il le plus talentueux de Bourgogne, ne pourra jamais égaler à ses yeux. Je vois que vous avez fait une découverte. » La voix de M. Gaspard, dénuée de colère mais empreinte d'une infinie tristesse, la fit pivoter brusquement. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, une expression indéchiffrable sur le visage. « Pardonnez-moi, » balbutia Solange mortifiée. « Je n'aurais pas dû... » « Non, en effet. » Il s'avança lentement et tendit la main pour reprendre la lettre, qu'elle lui rendit avec empressement. Mais peut-être était-ce inévitable. Les secrets ont cette fâcheuse tendance à se révéler tôt ou tard. Un silence pesant s'installa entre eux, uniquement rompu par le crépitement de la pluie contre les carreaux. « Elle vous ressemblait, » murmura-t-il finalement, caressant du bout des doigts le portrait miniature. « Pas seulement physiquement. Cette même détermination tranquille, cette même intelligence qui brille dans vos yeux. Qui était-elle » osa demander Solange, incapable de contenir plus longtemps les questions qui se bousculaient dans son esprit. Hélène de Servian, fille d'un marquis désargenté mais orgueilleux. Nous nous sommes rencontrés lors d'une foire viticole à Dijon il y a 25 ans. J'étais jeune, ambitieux, naïf peut-être. Son regard se perdit dans le vague, contemplant un passé inaccessible. Nous avons cru, comme tant d'autres avant nous, que l'amour suffirait à surmonter les barrières sociales. Nous avions tort. Les pièces du puzzle s'assemblaient dans l'esprit de Solange, formant une image déchirante de clarté. C'est pour cela que vous m'avez choisi, n'est-ce pas? Pour ma ressemblance avec elle. Il la regarda longuement et dans ses yeux, elle vit non pas la confirmation qu'elle redoutait, mais quelque chose de plus complexe, de plus nuancé. Au début, peut-être, admit-il avec une honnêteté désarmante. Mais nous ne sommes pas nos fantômes, Solange, et chaque jour passé en votre compagnie me rappelle cette vérité essentielle. Vous n'êtes pas Hélène, vous êtes vous-même. Et c'est une découverte bien plus fascinante que je ne l'aurais imaginé. Cette confession dépourvue d'artifice toucha Solange plus profondément que n'importe quelle déclaration passionnée. Pour la première fois,
Elle entrevoyait l'homme derrière le masque, avec ses blessures anciennes et sa solitude tenace. « Je ne dormirai jamais dans votre lit contre ma volonté, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle abruptement, nécessitant cette certitude. Une expression choquée traversa son visage, suivie d'une douleur presque palpable. « Jamais, je vous en donne ma parole. Ce n'est pas ce que je recherche. »« Que recherchez-vous alors, monsieur Gaspard ?» insista-t-elle, soudain déterminée à percer le mystère de cet homme. Il détourna le regard, contemplant la pluie qui ruisselait contre les vitres. Une seconde chance, peut-être. Pas de revivre le passé, mais de créer quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. Alors qu'elle quittait la pièce, Solange emportait avec elle non seulement le secret de M. Gaspard, mais aussi la troublante certitude que les chemins du cœur étaient infiniment plus complexes qu'elle ne l'avait jamais imaginé. « Nous portons tous en nous », pensa-t-elle en regagnant sa chambre, les cicatrices d'amour perdu et de rêves brisés. Mais peut-être est-ce précisément dans ces fissures que la lumière parvient à pénétrer. L'hiver s'installa sur la Bourgogne, enveloppant Haut-Clos sous un manteau immaculé qui transformait le domaine en un paysage féerique. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'arrivée de Solange, 3 mois durant lesquels un changement subtil mais indéniable s'était opéré entre elle et son époux de nom uniquement. Ce matin-là, alors qu'elle descendait pour le petit déjeuner, elle fut surprise de trouver la salle à manger vide de la présence habituelle de M. Gaspard. Madame Bertrand l'informa qu'il était parti avant l'aube pour régler une affaire urgente à Beaune et ne reviendrait que le lendemain. Une étrange sensation de vide l'envahit à cette nouvelle, un sentiment qui l'étonna par son intensité. S'était-elle donc habituée à sa présence silencieuse, à leur conversation mesurée qui, imperceptiblement, était devenue plus personnelle, plus authentique au fil des semaines. Désœuvrée, elle décida de consacrer sa journée à explorer plus en détail la bibliothèque. Parmi les rayonnages consacrés aux sciences naturelles, elle découvrit plusieurs ouvrages sur la viticulture et les traditions rurales françaises. L'un d'eux, relié de cuir vert et visiblement consulté fréquemment, attira particulièrement son attention. En l'ouvrant, elle trouva une inscription manuscrite sur la page de garde. « À Édouard, pour que ta passion continue d'illuminer notre vallée. Avec toute mon affection à Chance-Édouard. » C'était donc son prénom véritable. Monsieur Gaspard, Édouard Gaspard, demeurait en grande partie un mystère pour elle, malgré leur cohabitation prolongée. Pourquoi un homme de sa position se contentait-il de vivre reclus dans ce domaine isolé? Pourquoi n'avait-il jamais cherché à se remarier après la perte d'Hélène, jusqu'à leur étrange arrangement? Le jour déclinait lorsqu'elle quitta enfin la bibliothèque, les bras chargés d'ouvrages qu'elle souhaitait étudier plus attentivement. Dans le grand hall, elle croisa Antoine, le vieil intendant qui supervisait la propriété depuis des décennies. « Mademoiselle s'intéresse à la viticulture ?» s'enquit-il en apercevant les livres qu'elle transportait. « Je cherche à comprendre ce qui fait l'âme de cet endroit », répondit-elle avec un sourire hésitant. « Ces terres semblent si importantes pour M. Gaspard. » Le visage buriné d'Antoine s'adoucit. « Elles sont toute sa vie, mademoiselle. Avant les événements, le vin des Hauts-Clos était considéré parmi les meilleurs de la région. Monsieur y mettait tout son cœur, toute son intelligence. »« Avant quels événements ?» demanda Solange, intriguée. Une ombre passa sur le visage de l'intendant. « Ce n'est pas à moi d'en parler, mademoiselle. Mais sachez simplement que monsieur a connu des épreuves qui auraient brisé un homme moins fort. » Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, Solange se leva et s'approcha de la fenêtre. La lune pleine baignait les vignobles endormis d'une clarté spectrale, révélant leur étendue imposante. Elle n'avait jamais vraiment prêté attention à ces rangs de ceps dénudés par l'hiver, les considérant comme un simple élément du paysage. Mais maintenant, elle les voyait différemment, comme le témoignage silencieux d'une passion, d'un engagement, peut-être même d'un refuge. Le lendemain matin, elle se rendit aux caves, un espace qu'elle n'avait jamais exploré auparavant. L'odeur caractéristique du vin vieillissant, mêlée à celle du bois humide et de la terre, l'enveloppa dès qu'elle franchit la lourde porte en chêne. Des rangées de tonneaux s'alignaient dans la pénombre, certains couverts d'une fine couche de poussière, suggérant qu'ils n'avaient pas été touchés depuis longtemps. « Mademoiselle Solange, que faites-vous ici ?» La voix surprise de M. Gaspard la fit se retourner vivement. Il se tenait à l'entrée de la cave, son manteau de voyage encore couvert de quelques flocons de neige. « Je souhaitais comprendre », répondit-elle simplement.
comprendre ce qui vous lie si profondément à cet endroit. Quelque chose dans sa franchise parut le désarmer. Il s'approcha lentement, son regard parcourant l'espace, comme s'il le redécouvrait lui-même. « Mon père était négociant en vin », commença-t-il d'une voix où perçait une émotion contenue. « Un homme modeste mais visionnaire, il a acquis ses terres lorsque personne n'y croyait, convaincu que le terroir possédait un potentiel exceptionnel. J'ai grandi parmi ces vignes. J'ai appris à lire leur langage, à respecter leur cycle. » Il s'interrompit, effleurant du bout des doigts le bois patiné d'un tonneau. Puis j'ai rencontré Hélène. Et soudain, mon ambition a pris une dimension nouvelle. Je voulais créer un vin digne d'elle, un vin qui capturerait cette perfection éphémère que je voyais en elle. « Qu'est-il arrivé ?» murmura Solange, captivée par cette confession inattendue. Son visage se ferma légèrement. « La vie, simplement. Ses parents ont arrangé son mariage avec un comte parisien. Elle a tenté de résister, puis s'est résignée. Je me suis jeté corps et âme dans le travail, déterminé à prouver ma valeur. Et pendant quelques années, j'ai réussi. Les vins des Hauts-Clos étaient recherchés jusqu'à la table du roi. Et ensuite, une série de mauvaises récoltes, des investissements malheureux, et puis la nouvelle de sa mort en couche. » Sa voix se brisa légèrement sur ces derniers mots. Quelque chose s'est éteint en moi ce jour-là. L'inspiration, la passion, tout semblait soudain dénué de sens. Le silence retomba entre eux, chargé d'une intimité nouvelle. Solange contemplait cet homme qui se révélait enfin à elle, non plus comme un mystérieux bienfaiteur ou un époux imposé, mais comme un être humain marqué par les vicissitudes de l'existence. « Pourquoi me raconter tout cela maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Il la regarda longuement, et dans ses yeux brillait une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Parce que depuis votre arrivée, quelque chose a changé. Je commence à voir les vignes à nouveau, à sentir leur appel. C'est comme si vous aviez ramené les couleurs dans un monde que je ne percevais plus qu'en nuances de gris. » Cette confession, prononcée sans emphase, mais avec une sincérité bouleversante, toucha Solange au plus profond d'elle-même. Pour la première fois, elle entrevoyait la possibilité que leur arrangement artificiel puisse se transformer en quelque chose d'authentique, quelque chose qui transcenderait les circonstances de leur rencontre. Parfois, pensa-t-elle en quittant la cave aux côtés de M. Gaspard, c'est en acceptant de se montrer vulnérable que l'on trouve la force de reconstruire ce qui semblait irrémédiablement perdu. Le printemps s'annonçait avec une violence inattendue en ce mois de mars, comme si la nature cherchait à compenser son long sommeil hivernal par un déchaînement de forces primitives. Un orage d'une rare intensité s'abattit sur la région, transformant les chemins en torrents boueux et courbant les arbres sous des rafales impitoyables. Solange observait ce spectacle depuis la fenêtre du petit salon, hypnotisée par la danse frénétique des éléments. 6 mois s'étaient écoulés depuis son arrivée à Hauts-Clos, 6 mois durant lesquels elle avait progressivement apprivoisé cet espace qui lui avait d'abord semblé hostile. Le domaine était devenu sinon un foyer, du moins un lieu où elle pouvait respirer, penser, exister autrement que comme la fille de Théophile ou l'épouse de convenance de M. Gaspard. Un craquement sinistre, suivi d'un fracas assourdissant, l'attira brutalement de sa contemplation. À travers le rideau de pluie, elle distingua la silhouette massive d'un chêne centenaire qui venait de s'abattre sur une dépendance proche des écuries. Sans réfléchir, elle s'élança à l'extérieur, ignorant les protestations de Madame Bertrand. L'eau glacée l'enveloppa immédiatement, plaquant sa robe contre son corps et transformant ses cheveux en mèches ruisselantes. Elle courut néanmoins vers le bâtiment endommagé, guidée par les hennissements affolés qui en provenaient. M. Gaspard était déjà sur place, luttant pour dégager l'entrée des écuries partiellement obstruées par les branches de l'arbre déraciné. Leurs regards se croisèrent brièvement, la surprise se muant rapidement en une détermination partagée. « Les poulains !» cria-t-il pour couvrir le vacarme de la tempête. « Ils sont dans le box du fond !» Sans hésiter, Solange se faufila par l'ouverture qu'il avait réussi à créer. L'intérieur du bâtiment était plongé dans une semi-obscurité que trouaient par intermittence les éclairs aveuglants. L'odeur de paille humide et de peur animale créait une atmosphère suffocante. Elle progressa prudemment jusqu'au dernier box, où 2 jeunes poulains tremblaient acculés dans un coin, leurs grands yeux reflétant une terreur primale. Avec des gestes lents et une voix douce malgré l'urgence de la situation, elle parvint à gagner suffisamment leur confiance pour passer une corde autour de leur encolure. « Venez, mes beaux, murmura-t-elle, nous allons vous mettre en sécurité. »
Le retour vers l'entrée fut plus difficile qu'elle ne l'avait anticipé. Les animaux effrayés ruaient et se cabraient à chaque nouveau coup de tonnerre, manquant plusieurs fois de la renverser. Un craquement menaçant au-dessus de sa tête lui fit lever les yeux. Une partie de la charpente, fragilisée par la chute de l'arbre, menaçait de céder. Solange. La voix de M. Gaspard, tendue par l'inquiétude, l'appelait depuis l'entrée. « Dépêchez-vous !» Dans un effort désespéré, elle tira fermement sur les cordes, entraînant les poulains récalcitrants vers la sortie. À peine eurent-ils franchi le seuil qu'un nouveau craquement, plus définitif celui-là, retentit derrière eux. Une portion du toit s'effondra à l'endroit exact où il se tenait quelques secondes plus tôt. M. Gaspard la saisit par les épaules, son visage exprimant un mélange de soulagement et de colère. « Vous auriez pu être tué. À quoi pensiez-vous ?»« À ces créatures innocentes qui comptaient sur notre aide, » répliqua-t-elle essoufflée mais déterminée. « N'auriez-vous pas fait de même ?» Leur proximité soudaine, leurs vêtements trempés collés à leur peau, leur respiration haletante créaient une intimité involontaire mais puissante. Pour la première fois, Solange voyait M. Gaspard non pas comme le propriétaire distant de haut clos, mais comme un homme de chair et de sang, vulnérable malgré sa force apparente. « Nous devons les mettre à l'abri, » dit-elle doucement, rompant la tension qui s'était installée entre eux. Ensemble, ils guidèrent les poulains jusqu'à la grange principale, où les autres animaux avaient déjà été rassemblés. L'effort commun, la lutte partagée contre les éléments déchaînés, avaient créé entre eux un lien que les convenances sociales et les arrangements financiers n'avaient jamais pu forger. Lorsqu'enfin le dernier animal fut en sécurité, ils se laissèrent tomber sur une botte de foin, épuisés mais étrangement exaltés par l'épreuve qu'ils venaient de traverser. « Vous m'impressionnez, Solange », murmura M. Gaspard, utilisant pour la première fois son prénom sans la formalité habituelle du « mademoiselle ». « Votre courage, votre présence d'esprit. » Elle sourit, touchée par ce compliment inattendu. Ma mère disait toujours que la vraie force se révèle dans l'adversité. Je crois qu'elle avait raison. Un silence confortable s'installa entre eux, uniquement troublé par le martèlement de la pluie sur le toit de la grange et la respiration paisible des animaux. Sans réfléchir, Solange tendit la main pour écarter une mèche de cheveux mouillés qui barrait le front de M. Gaspard. Ce geste simple, presque instinctif, figea l'homme sur place. Ses yeux s'élargirent, révélant une vulnérabilité qui contrastait avec son apparence habituellement maîtrisée. « Solange » commença-t-il, sa voix rauque d'émotion contenue. Mais elle posa doucement un doigt sur ses lèvres, aussi surprise par son audace que par l'intensité des sentiments qui l'envahissaient. « Pas maintenant, Édouard. Certaines vérités méritent d'être approchées avec précaution, comme ces poulains effrayés par l'orage. » L'utilisation de son prénom, qu'il ne lui avait jamais formellement communiqué, créa entre eux une connexion nouvelle, une reconnaissance tacite que quelque chose avait fondamentalement changé dans leur relation. Plus tard, alors qu'ils regagnaient la maison principale, sous une pluie qui commençait enfin à s'apaiser, Solange sentit une chaleur inédite se répandre dans sa poitrine, comme si une graine longtemps dormante avait soudain trouvé les conditions propices à son éclosion. Dans la tempête la plus violente, songea-t-elle en jetant un regard à l'homme qui marchait silencieusement à ses côtés, se cache parfois la promesse des plus beaux renouveaux. Le soleil de juin baignait les vignobles d'une lumière dorée, faisant étinceler les premières feuilles des cèpes comme autant de promesses d'avenir. Sous l'impulsion de Solange, une partie des jardins avait retrouvé sa splendeur d'antan. Les parterres de lavande embaumaient l'air, attirant abeilles et papillons dans une danse perpétuelle qui ravissait les sens. Depuis la nuit de l'orage, une complicité nouvelle s'était établie entre elle et Édouard, faite de regards échangés, de conversations qui se prolongeaient tard dans la soirée et d'un respect mutuel qui transcendait les circonstances de leur union. Sans qu'aucune parole définitive n'ait été prononcée, ils évoluaient dans une harmonie fragile, mais authentique. Ce matin-là, alors qu'elle s'affairait dans le jardin d'herbes aromatiques qu'elle avait créé près des cuisines, Madame Bertrand vint l'informer qu'une visite inattendue les attendait au salon principal. « Votre père, madame » annonça-t-elle avec une désapprobation à peine voilée, « et deux hommes qui se présentent comme vos frères. » Le cœur de Solange manqua un battement. En 8 mois, Théophile n'avait jamais cherché à prendre de ses nouvelles, se contentant d'accuser réception des sommes régulières qu'Édouard lui faisait parvenir. Que signifiait cette visite impromptue? Après s'être rapidement changée,
Elle rejoignit le salon où Théophile et ses demi-frères, Guillaume et Joseph, attendaient en compagnie d'Édouard. L'atmosphère était tendue, les sourires contraints et les regards fuyants. « Ma fille !» s'exclama Théophile avec une jovialité excessive qui ne lui ressemblait guère. « Comme tu sembles, prospère. La vie de châtelaine te sied à merveille, apparemment. » Solange l'embrassa avec réserve, troublée par son apparence. Son père avait visiblement pris du poids. Ses vêtements étaient d'une qualité qu'elle ne lui connaissait pas, et une chaîne en or rutilante ornait son gilet. « Père, Guillaume, Joseph, quelle surprise de vous voir ici !» dit-elle en s'asseyant près d'Édouard, dont le visage impassible ne trahissait rien de ses pensées. « Une visite de courtoisie, simplement, » répondit Théophile avec un geste désinvolte. « Nous passions dans la région et nous nous sommes dit qu'il serait impoli de ne pas saluer notre bienfaiteur, et notre chère Solange, bien entendu. » La conversation qui suivit fut un exercice d'hypocrisie qui mit les nerfs de Solange à rude épreuve. Son père évoquait les améliorations apportées à la propriété familiale, les nouvelles terres acquises, les projets d'expansion, un tableau de prospérité qui contrastait étrangement avec la prétendue misère qui avait justifié son mariage arrangé. Lorsque les hommes se retirèrent dans le bureau d'Édouard pour discuter d'affaires, Solange en profita pour s'éclipser dans le jardin, où l'air frais et le parfum des roses l'aidèrent à calmer le trouble qui l'envahissait. C'est là qu'Édouard la retrouva une heure plus tard, le visage grave et les traits tirés. « Votre père et vos frères sont partis », annonça-t-il simplement en s'asseyant près d'elle sur le banc de pierre. « Ils avaient une proposition à me soumettre. »« Quelle sorte de proposition ?» demanda-t-elle, soudain inquiète devant son expression préoccupée. Il hésita, comme s'il pesait soigneusement ses mots. « Ils souhaitèrent que j'investisse dans une nouvelle entreprise viticole qu'ils projettent de lancer. Une somme considérable. » Une douleur sourde s'insinua dans la poitrine de Solange. « Et vous avez accepté, naturellement. Après tout, la famille de votre épouse. »« J'ai refusé, » l'interrompit-il doucement. « Votre père n'est pas l'homme d'affaires qu'il prétend être, Solange, et ses intentions ne me semblent pas honorables. » Le soulagement qu'elle ressentit fut immédiatement suivi d'une vague de honte. Comment avait-elle pu douter d'Édouard, alors qu'il s'était toujours montré intègre dans ses actions? « Il y a autre chose, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, percevant son hésitation persistante. Édouard détourna le regard, contemplant les rangées de vignes qui s'étendaient à perte de vue. « Votre père m'a révélé, peut-être involontairement, que la situation financière de votre famille n'a jamais été aussi désespérée qu'il me l'avait laissé entendre. Les dettes dont il parlait n'existaient pas réellement. » La révélation frappa Solange comme un coup physique. Elle se leva brusquement, incapable de rester immobile sous le poids de cette trahison. « Vous êtes en train de me dire que mon père m'a vendu sans même avoir l'excuse de la nécessité ?» Solange. Édouard se leva à son tour, tendant une main hésitante vers elle. Mais elle recula, submergée par une colère qui cherchait désespérément un exutoire. « Et vous? Vous avez accepté cet arrangement. Vous avez payé pour m'acquérir comme une jument de race. » La douleur qui traversa son regard la frappa plus que n'importe quelle riposte verbale. « Est-ce vraiment ainsi que vous percevez notre situation ? Après tout ce temps passé ensemble ?» Sa voix, habituellement si maîtrisée, tremblait légèrement, révélant une blessure profonde que ses paroles avaient infligée. Le silence qui suivit sembla s'étirer indéfiniment, chargé de non-dits et d'émotions contradictoires. Finalement, Édouard sortit de sa poche un document scellé qu'il lui tendit. « J'ai fait préparer ceci par mon notaire il y a plusieurs semaines. Je comptais vous le remettre lors de votre prochain anniversaire. » Avec des doigts tremblants, Solange brisa le sceau et déplia le document. Les termes juridiques lui échappaient en partie, mais la substance était claire. Édouard lui transférait la propriété d'une maison à Dijon ainsi qu'une rente substantielle qui lui assurerait une indépendance financière totale pour le restant de ses jours. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle abasourdie. « C'est pourtant simple, » répondit-il doucement. « Je vous offre votre liberté, Solange. Sans condition ni attente. Vous pourrez partir quand vous le souhaiterez, vivre où bon vous semblera, épouser qui vous voudrez, ou ne pas vous marier du tout. » Cette générosité inattendue la désarma complètement. Toute sa colère s'évanouit, remplacée par une confusion qui la laissait sans voix. « Pourquoi ?» parvint-elle finalement à articuler. « Pourquoi feriez-vous cela ?» Édouard s'approcha lentement, s'arrêtant à une distance respectueuse. « Parce que j'ai compris.
en vous observant faire refleurir ces jardins abandonnés, en vous voyant insuffler une nouvelle vie à haut clos, j'ai compris que la vraie beauté ne peut s'épanouir que dans la liberté, et que si je vous aime, il s'interrompit, comme surpris par ses propres paroles. C'était la première fois que le mot « amour » était prononcé entre eux. « Si je vous aime », reprit-il plus doucement encore, « alors je dois être prêt à vous laisser partir. » Cette déclaration d'une simplicité désarmante toucha Solange au plus profond de son être. Dans ce geste d'abnégation, elle reconnaissait enfin l'homme qu'elle avait appris à respecter, à admirer, et peut-être à aimer en retour. L'amour véritable, songea-t-elle en contemplant le document qui symbolisait sa liberté recouvrée, ne se mesure pas à l'intensité de l'attachement, mais à la capacité de souhaiter le bonheur de l'autre, même si ce bonheur implique notre propre solitude. Le soleil de juillet embrasait les collines de Bourgogne, transformant les rangées de vignes en vagues d'un vert profond qui ondulait sous la brise légère. Solange, assise à l'ombre d'un tilleul centenaire, contemplait le domaine qui s'étendait à ses pieds, perdue dans des pensées contradictoires qui tourbillonnaient dans son esprit comme des feuilles emportées par le vent. La révélation de la duplicité de son père avait ouvert une blessure qu'elle croyait cicatrisée depuis longtemps. L'abandon maternel durant son enfance, suivi maintenant par cette trahison paternelle, ébranlait les fondements mêmes de son identité. Qui était-elle vraiment, si les liens censés définir son existence n'étaient que manipulation et mensonge? Et pourtant, paradoxalement, cette découverte douloureuse avait également libéré quelque chose en elle, une capacité à envisager l'avenir non plus comme une fatalité à subir, mais comme un territoire à explorer, selon ses propres termes. Le document qu'Édouard lui avait remis reposait désormais dans le tiroir secret de sa commode, représentant une possibilité qu'elle n'avait pas encore eu le courage d'examiner pleinement. Partir? Rester? Ces deux options, apparemment simples, contenaient des univers de conséquences qu'elle peinait à démêler. « Puis-je me joindre à vous ?» La voix d'Édouard l'attira de ses réflexions. Il se tenait à quelques pas, un livre à la main, son expression indéchiffrable dans la lumière tachetée qui filtrait à travers les feuilles. « Bien sûr », répondit-elle, se décalant légèrement sur le banc de pierre. Il s'assit à ses côtés, maintenant une distance respectueuse entre eux. Depuis leur conversation dans le jardin, une nouvelle forme de tension s'était installée. Non plus celle de l'incompréhension ou de la méfiance, mais celle, plus subtile et peut-être plus troublante, des sentiments inavoués. « Vous semblez préoccupé », observa-t-il doucement. Solange sourit faiblement. « J'essaie de réconcilier l'image que j'avais de mon père avec ce qu'il s'est révélé être. C'est déstabilisant. Les parents nous déçoivent souvent, » murmura Édouard, son regard se perdant dans le lointain. Parfois par malice, parfois par faiblesse, parfois simplement parce qu'ils sont humains, avec toutes les failles que cela implique. « Parlez-moi de vos parents », demanda-t-elle soudain, réalisant qu'en près d'un an de cohabitation, elle ne savait presque rien de sa famille à lui. Une ombre passa sur son visage, si fugace qu'elle crut l'avoir imaginé. Mon père était un visionnaire, comme je vous l'ai dit, un homme passionné, exigeant, parfois dur. Ma mère... Il s'interrompit, semblant chercher ses mots. Ma mère était d'une douceur extraordinaire. Elle équilibrait la sévérité de mon père, créait un foyer où la beauté et la gentillesse avaient autant d'importance que le travail et la discipline. Quand elle est morte, j'avais 12 ans. Quelque chose s'est brisé en lui, et en moi aussi, je suppose. Cette confidence, offerte sans emphase mais avec une sincérité désarmante, toucha Solange profondément. Elle comprenait maintenant mieux certains aspects de sa personnalité, cette alternance entre rigueur et tendresse, cette capacité à se montrer implacable dans les affaires, mais infiniment patient avec les êtres vulnérables. C'est elle qui a planté les premiers jardins de lavande, n'est-ce pas? Devina-t-elle, établissant soudain la connexion. Un sourire mélancolique éclaira brièvement son visage. Oui, elle disait que la lavande représentait l'âme de la Provence, son pays natal, que son parfum nous rappelait que la beauté peut naître des sols les plus arides, des conditions les plus difficiles. Sans réfléchir, Solange posa sa main sur celle d'Édouard, un geste de compassion spontané qui les surprit tous deux par son intimité. « Je comprends mieux pourquoi vous avez semblé si touché lorsque j'ai commencé à restaurer ces jardins, » murmura-t-elle. Il contempla leurs mains jointes avec une expression indéchiffrable. « Vous avez ramené plus que des fleurs à haut clos, Solange. Vous avez réveillé des souvenirs que je croyais perdus à jamais.
des espoirs que j'avais enterrés si profondément que j'en avais oublié l'existence. Le moment aurait pu se transformer en quelque chose de plus significatif encore, mais un appel venant de la maison principale brisa l'intimité qui s'était établie entre eux. Madame Bertrand les informait qu'une lettre urgente venait d'arriver pour monsieur. Cette interruption, aussi frustrante fut-elle, offrit à Solange l'espace mental nécessaire pour prendre une décision qui mûrissait en elle depuis plusieurs jours. Ce soir-là, alors qu'ils partageaient leur repas dans la salle à manger dont les fenêtres ouvertes laissaient entrer le chant des grillons, elle aborda le sujet qui lui tenait à cœur. « J'aimerais me rendre à Paris », annonça-t-elle calmement, observant attentivement sa réaction. Édouard reposa lentement son verre de vin, son expression passant de la surprise à quelque chose qui ressemblait à de la résignation douloureuse. « Je vois, » dit-il simplement. « Puis-je vous demander, quand comptez-vous partir ? Dans une semaine, si cela vous convient. Et je pensais... » Elle hésita, puis se lança. « Je pensais que vous pourriez peut-être m'accompagner. » La surprise qui se peignit sur son visage valait tous les discours du monde. « M'accompagner ? Vous souhaitez que je vienne avec vous à Paris ? » « Oui. » Elle sourit devant son étonnement. « Ce n'est pas un adieu que je prépare, Édouard. Simplement un voyage. Il y a des choses que je souhaite découvrir, des expériences que je veux vivre, et j'aimerais les partager avec vous. » Le soulagement qui détendit ses traits fut si palpable qu'elle en ressentit un élan de tendresse inattendu. Avait-il réellement cru qu'elle utiliserait sa première liberté pour s'éloigner définitivement de lui ? « Bien sûr, » répondit-il avec une chaleur qui illumina son regard habituellement réservé. « Ce serait un honneur de vous accompagner. » Cette nuit-là, allongée dans son lit dont la fenêtre ouverte laissait entrer le parfum de lavande porté par la brise nocturne, Solange comprit qu'elle se trouvait à un carrefour crucial de son existence. Le chemin qu'elle choisirait maintenant définirait non seulement son avenir, mais aussi la nature même de la personne qu'elle aspirait à devenir. L'amour n'est pas un refuge contre les tempêtes de la vie, songea-t-elle en s'endormant paisiblement, mais le courage de les affronter ensemble, main dans la main face aux incertitudes du destin. Paris s'offrait à Solange dans toute sa splendeur estivale, un kaléidoscope de sensations qui l'enivrait et l'intimidait tout à la fois. Les grands boulevards haussmanniens grouillant de vie, les cafés où s'entrecroisaient conversations passionnées et rires cristallins, les jardins luxuriants où la haute société paradait dans ses atours les plus élégants, tout cela constituait un univers dont elle n'avait jusqu'alors qu'entraperçu les contours à travers ses lectures. Leur arrivée à l'hôtel du Louvre, où Édouard avait réservé 2 suites adjacentes, avait donné le ton de ce séjour placé sous le signe de la découverte et du respect mutuel. 2 chambres, une porte communicante que vous seul pourrez ouvrir de votre côté, avait-il expliqué avec cette délicatesse qui lui était propre. Votre liberté ne doit jamais être une question. Cette 3e journée parisienne débutait au jardin du Luxembourg, où il flânait parmi les parterres impeccablement entretenus. Solange, vêtue d'une robe bleu pâle qu'Édouard lui avait offerte pour le voyage, savourait la légèreté de l'instant, si différente de l'atmosphère parfois pesante de haut clos. « À quoi pensez-vous » demanda-t-elle en observant son compagnon qui contemplait pensif un groupe d'enfants faisant naviguer des voiliers miniatures sur le grand bassin. « À la première fois que je suis venu ici, » répondit-il avec un sourire nostalgique. « J'avais 10 ans. Mon père m'avait emmené à Paris pour rencontrer des négociants en vin. Il m'avait laissé 1 heure pour observer comment les Parisiens vivent, avait-il dit. Je n'avais jamais vu tant de monde, tant de couleurs, tant de possibilités concentrées en un seul endroit. Et maintenant, comment voyez-vous Paris aujourd'hui ?» Son regard se posa sur elle avec une intensité qui la troubla. « À travers vos yeux, Solange, je redécouvre cette ville que je croyais connaître. Je la vois fraîche et nouvelle par le prisme de votre émerveillement. C'est vivifiant. » Cette confession simple la toucha plus qu'elle n'aurait su l'exprimer. Car c'était vrai. Édouard s'était transformé au contact de la capitale, comme si les couches de réserve et de mélancolie qui l'enveloppaient habituellement s'étaient partiellement dissipées, révélant un homme plus jeune, plus spontané, plus accessible. La journée se poursuivit par une visite au Louvre, où Édouard se révéla un guide érudit et passionné, partageant avec elle non seulement sa connaissance de l'art, mais aussi les émotions que certaines œuvres éveillaient en lui. Devant la jeune fille à la perle de Vermeer, il s'arrêta longuement, contemplatif. « Elle me fait penser à vous, » murmura-t-il.
Ce mélange de force et de vulnérabilité, cette présence lumineuse qui semble irradier de l'intérieur. Le compliment, offert sans artifice, la fit rougir comme une jeune fille, elle qui se croyait désormais immunisée contre de telles réactions. Leur dîner au café anglais, l'un des restaurants les plus renommés de la capitale, fut une expérience gastronomique qui éveilla ses sens d'une manière inédite. Édouard commanda pour eux des plats qu'elle n'aurait jamais osé choisir elle-même. Huîtres fraîches de Cancale, filets de bœuf aux truffes, soufflés au grand marnier flambé à table. « Comment trouvez-vous ce vin ?» demanda-t-il en lui servant un château Margaux d'une année qu'il avait soigneusement sélectionné. Elle goûta avec attention, cherchant à identifier les nuances complexes qui se déployaient sur son palais. Il est profond, comme une conversation qui commencerait légèrement mais révélerait progressivement des couches insoupçonnées de complexité. Le sourire qu'il lui adressa illumina son visage d'une manière qu'elle n'avait jamais observée auparavant. « Voilà exactement pourquoi j'aime partager ces moments avec vous, Solange. Vous ne vous contentez jamais de l'évidence, vous cherchez toujours l'essence cachée des choses. » La soirée se prolongea par une promenade le long de la Seine, dont les eaux miroitantes reflétaient les lumières de la ville dans un ballet hypnotique. Sur le pont des Arts, ils s'arrêtèrent pour contempler la cathédrale Notre-Dame qui se découpait, majestueuse, contre le ciel nocturne. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, » annonça soudain Édouard, son ton sérieux contrastant avec l'atmosphère légère qui avait prévalu jusque-là. Solange se tourna vers lui, inquiète devant son expression grave. « Qu'y a-t-il ? » ?»« Demain, j'ai prévu de vous laisser seul pour quelques heures. J'ai une affaire personnelle à régler. » Une ombre de déception traversa son cœur, mais elle la dissimula sous un sourire compréhensif. « Bien sûr, je trouverai certainement de quoi m'occuper. Le quartier latin m'intrigue, et vous m'avez parlé de cette librairie Shakespeare & Company. »« Ce n'est pas ce que vous croyez, » l'interrompit-il doucement. « Je vais rendre visite à la tombe d'Hélène. » La révélation la frappa avec une force inattendue. Bien sûr, Hélène était enterrée à Paris. Comment avait-elle pu ne pas y penser? « Je comprends, » murmura-t-elle, incertaine de la réaction appropriée. « J'ai besoin de lui dire au revoir, Solange. » Sa voix contenait une émotion contenue qui la toucha profondément. Véritablement au revoir, cette fois, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être pleinement présent dans ce que la vie m'offre maintenant. Dans cette confession, livrée sans dramaturgie excessive mais avec une sincérité désarmante, Solange entrevit l'étendue du chemin émotionnel qu'Édouard avait parcouru depuis leur première rencontre. Et quelque chose en elle se dénoua, une résistance, une réserve dont elle n'avait pas pleinement conscience jusqu'alors. « Souhaitez-vous que je vous accompagne ?» proposa-t-elle spontanément. La surprise qui se peignit sur son visage fut rapidement remplacée par une gratitude émue. « Vous feriez cela ?»« Oui, » répondit-elle simplement. « Certains voyages sont trop lourds à porter seuls. » Cette nuit-là, en regagnant sa suite dont la porte communicante demeurait déverrouillée de son côté, Solange comprit que Paris avait changé quelque chose de fondamental entre eux. La distance physique avec Auclos, ce domaine chargé d'histoire et de fantômes, leur avait permis de se découvrir différemment, de voir l'autre non plus à travers le prisme d'un arrangement contractuel, mais comme un être humain dans toute sa complexité. L'amour véritable, pensa-t-elle en s'endormant au son lointain des violonistes qui jouaient encore sur les quais, ne naît pas d'un coup de foudre théâtral, mais d'une accumulation de petits moments de vérité partagés, de vulnérabilité mutuellement révélée, de chemins consciemment choisis ensemble. Le cimetière du Père-Lachaise se dressait comme une cité silencieuse au cœur du tumulte parisien, ses allées ombragées abritant le repos éternel de personnages illustres et d'anonymes réunis dans l'égalité ultime de la condition humaine. Solange et Édouard progressaient lentement entre les monuments funéraires, leurs pas crissant sur le gravier, tandis que le chant des oiseaux créait une mélodie paradoxalement vivante dans ce royaume des disparus. Édouard tenait à la main un modeste bouquet de lavande qu'il avait acheté à une fleuriste près de leur hôtel. Son visage portait une expression que Solange ne lui avait jamais vue, non pas la mélancolie habituelle qui l'habitait parfois à Auclos, mais une résolution tranquille, celle d'un homme venu accomplir un rituel nécessaire à sa propre guérison. Ils s'arrêtèrent finalement devant une tombe de marbre blanc, simple mais élégante, sur laquelle était gravée « Hélène de Servian, épouse du comte de Monteil, 1816-1842 ». La beauté s'est endormie trop tôt. Solange resta légèrement en retrait,
offrant à Édouard l'espace dont il avait besoin pour ce moment intime. Il déposa doucement le bouquet de lavande contre la pierre tombale, puis resta un long moment silencieux, comme perdu dans une conversation muette avec celle qui avait marqué sa jeunesse de manière si indélébile. « Elle aimait la lavande », dit-il finalement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Comme ma mère, comme vous, 3 femmes qui ont façonné mon existence, chacune à sa manière. » Solange ne répondit pas, comprenant que ses paroles n'appelaient pas de réaction, mais constituaient simplement un pont entre son monde intérieur et la réalité partagée qu'ils construisaient ensemble. « Je lui ai écrit pendant des années après son mariage, » poursuivit-il toujours face à la tombe. « Des lettres que je n'ai jamais envoyées, des mots pour exorciser la douleur, la colère, l'incompréhension. Et puis un jour, j'ai appris sa mort par un entrefilet dans le Figaro. La comtesse de Monteil s'est éteinte en donnant naissance à son premier enfant. Une ligne, Solange, une ligne pour résumer la fin d'une vie qui contenait des univers entiers de possibilités non réalisées. » Il se tourna enfin vers elle, son regard reflétant non pas la douleur qu'elle avait anticipée, mais une clarté nouvelle, comme si l'accomplissement de ce rituel avait dissipé un brouillard longtemps accroché à son âme. « Savez-vous ce que j'ai compris aujourd'hui » demanda-t-il doucement. « Que j'ai passé 25 ans à aimer non pas Hélène, mais l'idée d'Hélène, une construction de mon esprit, parfaite et inaccessible, qui me permettait de me tenir à l'écart de la vie réelle, avec ses risques et ses imperfections. » Cette confession, livrée sans dramatisation excessive, mais avec une honnêteté brute, toucha Solange au plus profond de son être. Elle s'approcha de lui et, dans un geste qui aurait été impensable quelques mois plus tôt, prit sa main dans la sienne. « C'est peut-être le plus grand piège de l'amour perdu, » murmura-t-elle. « Il se fige dans une perfection que la réalité n'aurait jamais pu atteindre. » Édouard serra doucement sa main, comme pour puiser dans ce contact simple la force nécessaire pour achever ce qu'il était venu accomplir. « J'ai aimé Hélène sincèrement, Solange. Mais aujourd'hui, je lui dis adieu non pas comme à un amour impossible, mais comme à une jeune femme qui a partagé brièvement mon chemin avant que nos routes ne se séparent inexorablement. Je lui souhaite la paix, et je me libère enfin du poids de ce qui aurait pu être. » Ils restèrent encore quelques minutes en silence devant la tombe, puis quittèrent lentement le cimetière. Le soleil de l'après-midi baignait Paris d'une lumière dorée qui semblait refléter le sentiment de légèreté nouvelle qui habitait Édouard. Cette soirée-là, ils dînèrent dans un petit bistrot sans prétention du Marais, loin des établissements prestigieux qu'ils avaient fréquentés les jours précédents. La simplicité de l'endroit, avec ses nappes à carreaux et son atmosphère familiale, créait un cadre propice aux confidences. « Je dois vous faire un aveu, Édouard, » déclara Solange alors qu'ils partageaient une tarte aux pommes rustiques. « Quand vous m'avez offert cette propriété à Dijon, cette liberté inconditionnelle, j'ai envisagé de partir, vraiment partir, de commencer une vie entièrement nouvelle, loin de tout ce qui me rattachait à mon passé. » Il la regarda sans surprise, avec une acceptation tranquille qui la désarma. « Je sais, c'est précisément pourquoi je vous l'ai offerte, cette liberté. Pour qu'elle soit réelle, il fallait qu'elle inclue la possibilité de me quitter. Mais je ne l'ai pas fait, poursuivit-elle doucement. Et ce n'était pas par peur, ni par commodité, ni même par gratitude. C'était parce que les mots qu'elle cherchait semblaient se dérober, non par absence mais par excès de signification. Comment exprimer ce qui s'était développé entre eux, cette connexion qui transcendait les circonstances de leur rencontre pour devenir quelque chose d'authentiquement choisi? Parce que vous avez découvert que parfois, la liberté la plus profonde réside non pas dans la rupture des liens, mais dans le choix conscient de les cultiver, suggéra-t-il, avec une compréhension qui confirmait la profondeur de leur connexion. « Oui, » murmura-t-elle, émue par cette capacité qu'il avait de saisir l'essence de sa pensée. « Exactement cela. » Sur le chemin du retour vers leur hôtel, marchant côte à côte dans les rues animées du Paris nocturne, Solange sentit qu'ils avaient franchi ensemble un seuil invisible mais crucial. Édouard avait fait ses adieux à un passé qui le retenait prisonnier, et elle avait reconnu la valeur d'un présent qu'elle avait librement choisi de construire avec lui. L'amour véritable, songea-t-elle en contemplant le profil d'Édouard éclairé par les réverbères, ne commence peut-être réellement que lorsque nous cessons de le chercher dans l'idéal inaccessible, pour le cultiver dans l'imparfaite mais précieuse réalité de l'autre. Le retour à Haut-Clos après leur séjour parisien marqua le début d'une période de transformation subtile mais profonde.
Septembre paraît les vignobles de teintes dorées et pourprées, annonçant les vendanges prochaines qui rythmeraient la vie du domaine. Mais ce n'était pas seulement le paysage qui avait changé, quelque chose s'était également métamorphosé dans la dynamique entre Solange et Édouard. La distance qui les avait longtemps séparés, même sous le même toit, s'était progressivement évanouie, remplacée par une proximité naturelle, une complicité qui se manifestait dans les gestes quotidiens les plus simples. Leur repas s'était transformé en moments de partage authentique, leur promenade dans les vignobles, en exploration conjointe de projets d'avenir. Ce matin-là, Édouard avait proposé à Solange de l'accompagner pour une inspection des vignes avant les vendanges. Le soleil automnal caressait les coteaux de ses rayons obliques, créant un jeu d'ombres et de lumière sur les grappes mûrissantes. « Goûtez celle-ci », proposa-t-il en détachant délicatement un grain de raisin qu'il lui tendit. Solange le porta à ses lèvres, savourant l'explosion de saveurs qui se répandit sur sa langue. La douceur sucrée mêlée à une acidité parfaitement équilibrée, la texture à la fois ferme et juteuse, et ces notes complexes qui évoquaient le terroir unique de Haut-Clos. « C'est extraordinaire », murmura-t-elle avec une admiration sincère. « Je commence à comprendre pourquoi vous êtes si attaché à cette terre. » Le regard qu'Édouard posa sur elle contenait une chaleur qui n'avait plus rien de la réserve d'autrefois. « Haut-Clos a toujours été plus qu'une propriété pour moi. C'est un héritage, une responsabilité, mais aussi une promesse. La promesse que même après nous, quelque chose de beau continuera d'exister, de se développer, de porter du fruit. » Ces paroles, prononcées sans emphase particulière mais avec une conviction tranquille, résonnèrent profondément en Solange. Elle comprenait maintenant ce qu'Édouard avait tenté de lui expliquer dès leur première conversation sur la viticulture. Cette vision à long terme qui transcendait l'existence individuelle pour s'inscrire dans une continuité plus vaste. « J'ai pris une décision », annonça-t-il soudain, s'arrêtant pour lui faire face. « Je vais relancer la production de vin à Haut-Clos. Pas seulement pour maintenir le domaine, comme je l'ai fait ces dernières années, mais pour créer à nouveau quelque chose d'exceptionnel, quelque chose dont nous pourrons être fiers. » Le « nous » qu'il venait d'employer n'échappa pas à Solange. Un simple pronom qui contenait pourtant toute une déclaration d'intention, une vision partagée de l'avenir qu'il envisageait. « C'est une merveilleuse nouvelle », répondit-elle avec une sincérité qui venait du cœur. « Ces vignes méritent de donner le meilleur d'elles-mêmes. J'aurai besoin d'aide, poursuivit-il avec un sourire qui illumina son visage habituellement grave, de quelqu'un qui comprend l'importance de l'équilibre, de la patience, de l'attention aux détails. Quelqu'un comme vous, Solange. » L'invitation était claire mais dénuée de pression. Il lui offrait un rôle dans cette renaissance, tout en lui laissant la liberté d'accepter ou de refuser. « Je ne connais rien à la viticulture », objecta-t-elle doucement. « Vous connaissez les jardins, les plantes, le rythme des saisons, » répliqua-t-il. « Et surtout, vous possédez cette capacité rare à voir au-delà des apparences, à percevoir le potentiel caché des choses. Le reste, nous l'apprendrons ensemble. Ce « nous » à nouveau, cette inclusion naturelle dans un projet commun, cette vision d'un avenir construit à deux. Solange sentit son cœur s'emplir d'une émotion qu'elle n'essaya plus de nommer ni de contenir. « J'accepte », dit-elle simplement, avec joie. Les jours suivants furent consacrés aux préparatifs des vendanges. Édouard avait fait venir un œnologue renommé de Beaune pour évaluer l'état des vignes et prodiguer ses conseils. Solange, loin de rester en retrait, s'impliquait activement dans chaque discussion, chaque décision, apportant une perspective nouvelle qui surprenait parfois agréablement les experts consultés. Un soir, alors qu'ils examinaient ensemble les plans de rénovation de la cave de vinification, Édouard s'interrompit soudain, contemplant Solange avec une intensité qui la troubla. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle, intriguée par son expression. « Je viens de réaliser quelque chose » murmura-t-il. « Haut-Clos n'a jamais été aussi vivant que depuis votre arrivée, comme si le domaine lui-même avait attendu votre présence pour se réveiller d'un long sommeil. » La métaphore, loin d'être une simple flatterie, reflétait une vérité qu'ils percevaient tous deux. Les jardins abandonnés refleurissaient sous les soins attentifs de Solange. Les dépendances négligées retrouvaient leur fonction et leur beauté, et même les employés du domaine semblaient avoir retrouvé une fierté et un enthousiasme longtemps oubliés. « Ce n'est pas moi seul qui ai accompli cela, » répondit-elle avec humilité. « C'est nous, ensemble. » Le mot résonna dans la pièce avec une résonance particulière,
comme si elle venait de prononcer une vérité fondamentale qui transcendait leur simple collaboration dans la gestion du domaine. Cette nuit-là, alors qu'elle se préparait pour le dîner, Solange contempla son reflet dans le miroir de sa chambre. La jeune femme au regard méfiant et à l'expression fermée qui était arrivée à haut clos près d'un an auparavant avait disparu. À sa place se tenait une femme dont les yeux reflétaient une confiance tranquille, une sérénité née non pas de l'absence d'épreuves, mais de la capacité à les traverser et à en sortir grandie. Le véritable courage, songea-t-elle en ajustant la simple mais élégante robe bleue qu'elle avait choisie, ne consiste peut-être pas à éviter les risques, mais à oser s'ouvrir à nouveau après avoir été blessée, à offrir sa confiance malgré les trahisons passées, à choisir l'amour en pleine connaissance de sa vulnérabilité inhérente. Lorsqu'elle descendit pour rejoindre Édouard, elle portait en elle cette certitude nouvelle, aussi fragile et précieuse qu'une jeune pousse au printemps, mais tout aussi déterminée à s'épanouir vers la lumière. L'aube se levait à peine sur les coteaux de Haut-Clos, baignant les vignobles d'une lumière dorée qui semblait transformer chaque grappe en joyau précieux. Le jour tant attendu des vendanges était enfin arrivé, marquant non seulement la récolte d'une année de travail patient, mais aussi, pour Solange et Édouard, l'aboutissement d'une transformation plus profonde et plus personnelle. Une animation inhabituelle régnait dans la cour principale du domaine. Des dizaines de vendangeurs, recrutés dans les villages environnants, s'affairaient autour des paniers d'osier et des seaux en bois qui serviraient à recueillir les précieux raisins. Édouard, debout au centre de ce tourbillon d'activité, distribuait les consignes avec une autorité bienveillante qui impressionnait Solange. « Vous semblez dans votre élément », observa-t-elle en s'approchant de lui, ses propres mains déjà munies des ciseaux affûtés qui serviraient à la cueillette. Il se tourna vers elle, son visage illuminé par un sourire qui effaçait les dernières traces de la mélancolie qui l'avait si longtemps habité. C'est étrange, n'est-ce pas? Pendant des années, j'ai accompli ces gestes comme un automate, par devoir plus que par passion. Et aujourd'hui, l'encouragea-t-elle doucement, aujourd'hui, je redécouvre la joie qu'ils contiennent, la promesse qu'ils portent. Son regard s'attarda sur elle avec une intensité qui la fit frissonner malgré la douceur de la température. Grâce à vous, Solange. Ce simple constat, prononcé sans emphase mais avec une sincérité désarmante, toucha Solange plus profondément que n'importe quelle déclaration grandiloquente, car elle savait, pour l'avoir vécu de l'intérieur, combien ce chemin avait été difficile pour lui, ce lent processus de guérison qui lui permettait enfin de se réengager pleinement dans la vie, d'oser à nouveau croire en l'avenir. La journée se déroula dans une atmosphère de labeur joyeux et partagé. Solange, loin de se contenter d'un rôle d'observatrice, travaillait aux côtés des vendangeurs, ses doigts agiles détachant les grappes avec un soin qui forçait l'admiration des ouvriers les plus expérimentés. « Vous avez des mains de vigneronne, madame », lui fit remarquer une vieille femme au visage buriné par des décennies passées sous le soleil bourguignon. Délicate mais forte, respectueuse du fruit. Ce compliment simple lui procura une satisfaction qu'aucun éloge mondain n'aurait pu égaler. Il validait ce qu'elle ressentait de plus en plus clairement, son appartenance à cette terre, à cette tradition, à cette communauté qu'il avait d'abord considérée comme une étrangère mais qui, progressivement, l'acceptait comme l'une des siennes. À midi, lorsque les cloches du village voisin sonnèrent l'Angélus, les vendangeurs se rassemblèrent à l'ombre des grands tilleuls pour partager un repas champêtre préparé par Madame Bertrand et son équipe. Pain frais, fromages locaux, charcuteries artisanales et fruits gorgés de soleil. La simplicité même de ce festin en faisait la perfection. Édouard, rompant avec les traditions hiérarchiques qui avaient longtemps prévalu à Haut-Clos, s'assit parmi les travailleurs, conversant avec eux d'égal à égal, écoutant leurs suggestions, partageant leurs plaisanteries. Cette attitude, impensable quelques mois plus tôt, révélait l'ampleur de la transformation intérieure qu'il avait accomplie. L'après-midi s'écoula dans le même esprit de communion avec la terre et ses cycles immuables. Alors que le soleil commençait à décliner, baignant les vignobles de lueurs pourprées, Édouard conduisit Solange vers une parcelle isolée, située au sommet d'une colline qui dominait l'ensemble du domaine. « Ces vignes sont spéciales », expliqua-t-il en caressant avec révérence les feuilles dorées par l'automne. « Elles sont les plus anciennes de Haut-Clos, plantées par mon arrière-grand-père après les ravages du phylloxéra. Elles ont survécu à 2 guerres, à des décennies de négligence, à des hivers qui ont gelé la sève dans leurs veines. Et pourtant,
Elle continue de produire, année après année, les raisins les plus complexes, les plus expressifs du domaine. Solange contempla ces cèpes noueux, ces survivants opiniâtres qui semblaient incarner l'essence même de la résilience. « Elles me font penser à vous », dit-elle doucement. Cette capacité à endurer, à se renouveler malgré les blessures, à transformer l'adversité en profondeur, il la regarda longuement, et dans ses yeux brillait une émotion qu'il ne cherchait plus à dissimuler. « J'aimerais que ces raisins constituent la base d'une cuvée spéciale, » annonça-t-il. « Une cuvée que nous nommerons Solange. » La surprise la laissa momentanément sans voix. Dans le monde viticole, donner son nom à un vin représentait bien plus qu'un simple hommage. C'était une forme d'immortalité, une inscription dans la continuité d'un terroir et d'une tradition. « Je ne sais pas quoi dire », murmura-t-elle, profondément émue par ce geste dont elle mesurait pleinement la signification. « Dites simplement que vous acceptez ce présent, » répondit-il avec une simplicité désarmante. « Qu'il vous plaît de savoir que longtemps après nous, quelque chose portant votre nom continuera d'apporter de la joie, de la beauté, du réconfort. Cette vision de permanence, cette projection dans un futur qui les dépassait tout en perpétuant quelque chose d'eux, résonnait profondément avec l'évolution de leurs sentiments. Cet amour qui s'était développé lentement, patiemment, comme les racines d'une vigne s'enfoncent dans le sol pour y puiser leur force et leur caractère. « J'accepte », dit-elle simplement, sa voix chargée d'une émotion qu'elle ne cherchait plus à contenir, avec gratitude et humilité. Ce soir-là, après que le dernier panier eut été rempli et que les vendangeurs se furent retirés, Solange et Édouard restèrent seuls sur la terrasse de Haut-Clos, contemplant le spectacle enchanteur du soleil couchant qui embrasait les collines. Un vent léger apportait jusqu'à eux le parfum enivrant des raisins fraîchement cueillis, mêlé à celui, plus délicat, des plants de lavande qu'elle avait fait refleurir autour de la maison. Dans ce moment de quiétude partagée, quelque chose de l'ordre de l'évidence s'imposa à Solange avec une clarté cristalline. Ce lieu, cet homme, cette vie qu'ils construisaient ensemble jour après jour, n'était plus un arrangement de circonstances, une solution pratique à des problèmes matériels, mais un choix délibéré, un engagement conscient envers une vision commune de l'existence. L'amour le plus profond, songea-t-elle en contemplant le profil d'Édouard baigné par les dernières lueurs du jour, n'est peut-être pas celui qui nous frappe comme la foudre, mais celui qui grandit comme une vigne patiemment cultivée, s'enracinant dans les couches les plus profondes de notre être, jusqu'à devenir indissociable de ce que nous sommes. Le premier jour de décembre apporta avec lui la première neige de l'hiver, transformant Haut-Clos en un paysage féerique où chaque branche, chaque vigne dénudée scintillait sous sa parure cristalline. Depuis la fenêtre de son petit salon, Solange contemplait cette métamorphose avec un émerveillement qui n'avait rien perdu de sa fraîcheur, malgré l'année entière qui s'était écoulée depuis son arrivée dans ce domaine bourguignon. Une année. 12 mois qui avaient contenu plus de transformations, de découvertes et d'émotions que tout le reste de son existence. La jeune femme méfiante et résignée, qui avait franchi le seuil de Haut-Clos par obligation, n'existait plus. À sa place, se tenait une femme qui avait appris à faire confiance, à s'ouvrir, à aimer non par défaut mais par choix conscient. La porte s'ouvrit doucement derrière elle, et elle n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qu'Édouard venait d'entrer. Sa présence avait acquis cette familiarité réconfortante qui constitue peut-être le luxe le plus précieux d'une relation authentique, cette certitude de pouvoir être pleinement soi-même, sans artifice ni retenue. « La neige vous fascine toujours autant », observa-t-il en s'approchant pour contempler à son tour le spectacle hivernal. Elle sourit, touchée par sa capacité à remarquer ces détails qui constituaient l'essence de sa personnalité. « La Drôme connaît rarement des neiges aussi généreuses. Chaque flocon me semble encore un petit miracle. » Il resta silencieux un moment, comme absorbé par ses pensées, puis tendit vers elle un petit coffret en bois de rose qu'il tenait discrètement dans sa main. « J'ai quelque chose pour vous. » Surprise, Solange accepta l'écrin, intriguée par son expression à la fois solennelle et empreinte d'une vulnérabilité touchante. En l'ouvrant, elle découvrit un délicat médaillon en or, finement ciselé de motifs végétaux, où l'on reconnaissait des feuilles de vigne entrelacées avec des brins de lavande. « C'est magnifique », murmura-t-elle, émue par la symbolique évidente de ce bijou qui unissait leurs deux univers. « Ouvrez-le », l'encouragea-t-il doucement. Ses doigts trouvèrent le mécanisme dissimulé dans la ciselure. Le médaillon s'ouvrit, révélant 2 compartiments.
Dans l'un se trouvait une minuscule mèche de cheveux clairs, dans l'autre, une inscription gravée en lettres délicates « À Solange, qui a ramené le printemps dans un cœur que je croyais condamné à l'hiver perpétuel. Avec tout mon amour, Édouard. » La simplicité et la sincérité de ces mots la touchèrent plus profondément que n'importe quelle déclaration grandiloquente. Elle leva les yeux vers lui, incapable de dissimuler l'émotion qui l'envahissait. Ses cheveux. Commença-t-elle intriguée. Appartenaient à ma mère, expliqua-t-il doucement. La seule autre femme qui m'ait appris ce que signifie aimer véritablement, sans condition ni attente. Elle aurait voulu vous connaître, Solange. Elle aurait reconnu en vous le même courage tranquille, la même capacité à voir la beauté là où d'autres ne voient que désolation. Ce parallèle établi avec une femme qu'il avait si profondément aimée et respectée constituait peut-être la plus belle déclaration qu'il pouvait lui offrir. Solange sentit les dernières barrières qui subsistaient encore en elle s'effondrer définitivement. « Édouard, » murmura-t-elle, sa voix tremblante d'une émotion qu'elle ne cherchait plus à contenir, « ce que nous avons construit ensemble cette année, c'est tellement plus que ce que j'aurais jamais osé espérer. » Il prit délicatement ses mains dans les siennes, son regard reflétant une intensité qui la bouleversa. « J'ai une question à vous poser, Solange. Une question que j'aurais dû formuler il y a longtemps déjà. » Son cœur s'accéléra, anticipant ce qui allait suivre. « Je vous écoute. » Notre mariage a commencé comme un arrangement, une transaction qui nous a été imposée par les circonstances. Sa voix était ferme, mais empreinte d'une douceur qui la touchait au plus profond. Aujourd'hui, je vous demande si vous accepteriez de m'épouser à nouveau, non plus par nécessité ou par convention, mais par choix, par amour. La demande, à la fois simple et profondément significative, représentait parfaitement le chemin qu'ils avaient à parcouru ensemble, cette transformation d'une obligation extérieure en un engagement librement consenti, authentiquement désiré. « Oui », répondit-elle sans hésitation, son visage illuminé par un sourire rayonnant. « Oui, Édouard, je vous épouserai. Par choix, par amour. » Il l'attira doucement à lui, et leurs lèvres se rencontrèrent dans un premier baiser empreint d'une tendresse infinie, non pas l'explosion passionnée d'un coup de foudre, mais l'aboutissement naturel d'un sentiment qui avait mûri patiemment, comme le plus précieux des vins. Ce soir-là, la neige continua de tomber sur Eau-Clos, enveloppant le domaine dans un silence feutré qui semblait protéger leur bonheur nouvellement avoué. Assis près de la cheminée crépitante, Solange blottit contre lui, dans une proximité qui leur semblait désormais aussi naturelle que la succession des saisons, ils parlaient doucement de leurs projets, de leurs espoirs, de cette vie qu'ils avaient choisi de partager. « Je voudrais organiser une célébration au printemps, » proposa Édouard, caressant distraitement les cheveux de Solange. « Quand les premières lavandes fleuriront, quelque chose de simple mais significatif, avec les gens qui nous sont chers. »« J'aimerais beaucoup, » approuva-t-elle, imaginant déjà les jardins en fleurs, le domaine revêtu de ses plus beaux atours pour marquer ce nouveau départ. Un silence confortable s'installa entre eux, uniquement troublé par le crépitement des bûches dans l'âtre. Puis, presque timidement, Édouard reprit la parole. « Il y a autre chose dont nous devrions parler, Solange. Quelque chose que j'hésite à aborder, mais qui me semble important. » L'inquiétude qui perçait dans sa voix la fit se redresser légèrement, attentive. « De quoi s'agit-il ? » ?»« Des enfants, » dit-il simplement, « de la possibilité d'une famille. » Le sujet n'avait jamais été évoqué entre eux, et Solange sentit son cœur s'accélérer à la perspective qu'il ouvrait, celle d'une continuité, d'un avenir qui s'étendrait bien au-delà de leurs propres existences. « Je sais que la différence d'âge entre nous pourrait représenter une préoccupation, » poursuivit-il avec cette honnêteté directe qui caractérisait désormais leurs échanges. « Et je comprendrais parfaitement si vous ne souhaitiez pas... » Elle posa doucement un doigt sur ses lèvres, interrompant ses explications hésitantes. « J'aimerais avoir des enfants avec vous, Édouard, » dit-elle avec une certitude tranquille. « Des enfants qui grandiraient entourés de vignes et de lavandes, qui apprendraient la patience et la persévérance en observant les cycles de la nature, qui sauraient que l'amour véritable ne s'impose pas mais se cultive jour après jour. » Le soulagement et la joie qui illuminèrent son visage valaient toutes les déclarations du monde. Il l'enlaça avec une tendresse mêlée de révérence, comme si elle venait de lui offrir le plus précieux des dons. « L'amour authentique, » pensa Solange, en se blottissant contre lui, « n'est pas cette passion dévorante qui consume tout sur son passage, mais cette flamme patiente qui réchauffe sans brûler, qui illumine sans éblouir, qui perdure au-delà des tempêtes et des saisons. »
Au dehors, la neige continuait de tomber sur Haut-Clos, recouvrant le passé d'un manteau immaculé et préparant le terreau des printemps à venir. Le printemps avait tenu ses promesses. Les jardins de Haut-Clos s'étaient transformés en une symphonie de couleurs et de parfums, où les roses nouvellement plantées rivalisèrent de splendeur avec les massifs de lavande qui commençaient à déployer leurs tiges violacées. Même les vignes, encore loin de leur pleine maturité estivale, exhibaient fièrement leurs premières feuilles d'un vert tendre, promesse des vendanges futures. Solange contemplait ce spectacle depuis la fenêtre de ce qui était désormais leur chambre commune, un espace qu'ils avaient redécoré ensemble, alliant les boiseries anciennes à des touches plus contemporaines qui reflétaient la fusion harmonieuse de leurs personnalités et de leurs histoires. 1 an et demi s'était écoulé depuis son arrivée à Haut-Clos. 18 mois qui avaient transformé un arrangement commercial en une union authentique, librement choisie et profondément désirée. La célébration qu'ils avaient organisée 3 mois plus tôt, simple mais émouvante, avait officialisé aux yeux du monde ce que leur cœur savait déjà. Ils s'appartenaient l'un à l'autre, non par contrainte ou par convention, mais par ce choix renouvelé chaque jour de construire ensemble une vie significative. À quoi pensez-vous avec tant d'intensité ? La voix d'Édouard, teintée d'une tendresse amusée, la tira de sa contemplation. Elle se tourna vers lui, savourant encore la joie simple de le voir ainsi, détendu et serein, libéré des ombres qui avaient si longtemps obscurci son regard. Je pensais au cycle, aux saisons, à la façon dont tout se transforme tout en restant fondamentalement le même. Il s'approcha d'elle, enlaçant sa taille d'un geste devenu naturel. Une réflexion bien appropriée pour une vigneronne, observa-t-il avec un sourire. Nous vivons au rythme de la vigne, désormais. C'était vrai. Sous l'impulsion d'Édouard et avec l'implication croissante de Solange, Haut-Clos avait connu une renaissance remarquable. La première cuvée produite depuis leur collaboration, celle qu'ils avaient symboliquement nommée Solange, vieillissait actuellement dans les caves, promise à une excellence que les premiers dégustateurs professionnels avaient déjà saluée avec enthousiasme. « La voiture sera prête dans 1 heure », rappela doucement Édouard. « Avez-vous tout ce dont vous avez besoin ?» Le cœur de Solange s'accéléra légèrement à la pensée de la journée qui les attendait. Ils avaient prévu une visite à son village natal dans la Drôme, non pas pour renouer avec Théophile, dont l'avidité et la duplicité avaient définitivement brisé tout lien familial véritable, mais pour récupérer quelques objets personnels laissés derrière elle et plus symboliquement pour clore ce chapitre de sa vie avant d'en ouvrir un nouveau. « J'ai tout ce qu'il me faut », assura-t-elle avec un sourire confiant. « Ce voyage sera libérateur, je pense. » Il caressa tendrement sa joue, comprenant comme toujours les nuances complexes de ses émotions. « Et ensuite, nous serons libres de nous concentrer entièrement sur l'avenir, sur notre avenir. » Ce « notre » résonnait désormais avec une plénitude qui la comblait. Car leur union n'était plus simplement une cohabitation harmonieuse ou une collaboration efficace, mais une véritable communion d'âmes qui s'enrichissait mutuellement sans jamais se fondre ni se perdre l'une dans l'autre. Le trajet vers la Drôme s'effectua dans une atmosphère paisible, rythmée par des conversations qui alternaient entre projets concrets pour le domaine et réflexions plus profondes sur leur parcours commun. Lorsqu'ils traversèrent les premiers champs de lavande provençaux, Solange sentit une vague d'émotions contradictoires l'envahir. Nostalgie pour cette terre qu'il avait vue naître, gratitude pour le chemin qu'il avait mené ailleurs, sérénité face à ce retour symbolique vers ses racines. Le village n'avait pas changé. Les mêmes façades ocre patinées par le soleil, les mêmes platanes centenaires sur la place, le même rythme tranquille d'une vie rurale ancrée dans des traditions séculaires. Quelques regards curieux suivirent leur progression dans la rue principale. La fille de Théophile partit dans des circonstances mystérieuses, revenue en dame élégante accompagnée d'un gentilhomme à l'allure distinguée. La maison familiale apparut au détour d'un chemin, plus petite que dans ses souvenirs, mais étrangement inchangée. Théophile n'y vivait plus. Les dernières nouvelles indiquaient qu'il s'était installé à Valence, où ses entreprises hasardeuses connaissaient des fortunes diverses. Les nouveaux propriétaires, prévenus de leur visite, les accueillirent avec une curiosité polie. « Vos affaires sont restées dans le grenier, comme convenu », expliqua la jeune femme qui les guidait à travers ce qui avait été l'univers de l'enfance de Solange. « Prenez votre temps. » L'escalier étroit qui menait au grenier grinça sous leurs pas, éveillant des échos de souvenirs presque oubliés. La pièce sous les combles était étouffante,
baignée d'une lumière dorée qui filtrait à travers les interstices des tuiles. Dans un coin, quelques cartons et une vieille malle contenaient les vestiges matériels de sa vie antérieure. Édouard resta respectueusement en retrait, tandis qu'elle explorait ses reliques, des livres aux pages jaunies, quelques vêtements soigneusement pliés, des cahiers d'écolière remplis d'une écriture appliquée, et au fond de la malle, un petit coffret en bois d'olivier qu'elle ouvrit avec des doigts tremblants d'émotion. À l'intérieur se trouvait l'unique photographie qu'elle possédait de sa mère, une femme aux traits fins et au regard doux qui semblait contempler l'objectif avec une mélancolie prémonitoire. À côté de l'image reposait un petit sachet de lavande séchée, dont le parfum miraculeusement préservé évoquait instantanément les chants infinis de son enfance. « C'était à elle », murmura Solange, tendant le sachet à Édouard pour qu'il puisse partager ce fragment de son histoire. Elle disait que la lavande porte en elle l'essence même de la Provence, sa résistance, sa beauté simple mais indomptable, sa capacité à prospérer dans les conditions les plus difficiles. Il accepta ce partage avec la révérence qu'il méritait, comprenant l'importance de ce moment où passé et présent se rejoignaient pour façonner leur avenir commun. « Comme vous », dit-il simplement, résumant en 2 mots tout ce qu'il voyait en elle. De ce voyage, Solange ne rapporta finalement que peu de choses matérielles. Quelques livres, la photographie de sa mère et ce sachet de lavande qui représentait une continuité à travers les ruptures et les transformations de son existence. Mais elle repartit avec quelque chose de bien plus précieux, la certitude apaisante d'avoir intégré son passé sans en être prisonnière, d'avoir transformé ses racines non en chaînes qui la retenaient, mais en fondations sur lesquelles bâtir sa vie future. Sur le chemin du retour vers Haute-Clos, alors que le soleil commençait à décliner sur les collines de Bourgogne, Solange prit la main d'Édouard, entrelaçant leurs doigts dans un geste qui symbolisait parfaitement leur union. « J'ai quelque chose à vous dire », annonça-t-elle, son visage illuminé par un sourire radieux. « Quelque chose que j'ai confirmé juste avant notre départ, mais que je voulais partager avec vous dans ce moment particulier, après avoir refermé la porte sur mon ancienne vie. » Il la regarda avec une attention totale, percevant l'importance de ce qu'elle s'apprêtait à révéler. « Nous allons avoir un enfant, Édouard. » Sa voix vibrait d'une émotion contenue. « Notre enfant grandira parmi les vignes et la lavande, comme nous l'avions imaginé. » La joie qui transfigura son visage valait tous les maux du monde. Il arrêta la voiture sur le bas-côté et la prit dans ses bras, avec une tendresse mêlée de révérence, comme si elle était devenue soudain plus précieuse encore à ses yeux. « Un enfant », murmura-t-il, visiblement bouleversé. « Notre enfant. » Dans ce moment de bonheur partagé, Solange eut une pensée pour la jeune femme effrayée et méfiante qu'elle avait été en arrivant à Haut-Clos pour le chemin parcouru depuis ce jour où elle se sentait vendue comme une marchandise. La vie avait transformé ce qui aurait pu n'être qu'une transaction sordide en une histoire d'amour authentique, un amour bâti pas à pas, jour après jour, à travers les défis et les découvertes mutuelles. Tandis qu'ils reprenèrent la route vers leur domaine, vers leur foyer, Solange contempla les vignobles qui défilaient par la fenêtre, ces plantes patientes qui traversèrent les saisons avec une sagesse silencieuse, offrant chaque année le miracle renouvelé de leurs fruits. Comme elle et Édouard avaient traversé des hivers émotionnels pour atteindre ce printemps de leur existence commune, cette floraison de possibilités nouvelles. « À l'amour véritable », songea-t-elle en caressant doucement son ventre où grandissait la promesse de leur avenir, est semblable à la vigne la plus précieuse. Il s'enracine profondément, puisant sa force dans les terroirs les plus improbables. Il résiste aux gelées du doute et aux sécheresses de la peur. Il mûrit lentement, développant sa complexité au fil des saisons partagées. Et lorsqu'il atteint sa plénitude, il offre la plus exquise des récoltes, non pas l'ivresse éphémère de la passion, mais l'enivrement durable d'une connexion qui transcende le temps et nourrit l'âme même aux heures les plus sombres. Ce soir-là, alors que le crépuscule enveloppait Haut-Clos dans sa lumière dorée, Solange et Édouard se promenèrent main dans la main parmi les rangs de vignes et les parterres de lavande qu'ils avaient à planter ensemble. Leur amour, comme ces végétaux tenaces, avait pris racine dans un sol qui semblait d'abord hostile, pour s'épanouir en une floraison dont la beauté dépassait tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Et tandis que les premières étoiles s'allumaient dans le ciel de Bourgogne, ils savaient avec une certitude tranquille que leur histoire, loin de s'achever, ne faisait que commencer, une histoire écrite au rythme des saisons, nourrie par la terre généreuse,
et destinés à se perpétuer bien au-delà de leurs propres existences, comme le plus précieux des héritages.